Bonsoir Alès, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur ce 11e Facebook Live, en cette fin du mois de novembre, à quelques jours des festivités de fin d'année, des festivités de Noël. Alors Facebook Live, comme d'habitude, au cours duquel je vous rappelle que vous pouvez en direct me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je réponds à toutes les questions, bien sûr, concernant le territoire, concernant la ville d'Alès, Alès agglomération, toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, bien sûr. Et je vous rappelle en préambule que ce rendez-vous est bien sûr complémentaire de tous les autres rendez-vous, les rencontres de quartier, dans la rue, au marché ou d'autres fois où vous pouvez également me poser vos questions et donc régulièrement. Mais ce rendez-vous, ça permet effectivement l'année dernière, le mois dernier à plus de 2000 personnes de pouvoir accéder à un certain nombre de ces réponses. Des réponses effectivement qui, je le souhaite et je l'espère, concernent beaucoup de monde. Alors, quelques questions ce mois-ci, peut-être un peu moins que le mois dernier, où nous avions reçu beaucoup de questions en direct. Donc, nous allons suivre ça. Et je vous propose de commencer ce Facebook Live avec une question de Geneviève Coste par mail. Monsieur, nous aimerions avoir un responsable dans chaque quartier qui vienne au contact des riverains à pied régulièrement, numéro vert et Facebook ne peuvent remplacer une présence humaine. Vous avez raison. Au bas du boulevard Gambetta, nous sommes des contribuables comme les autres, c'est sûr, mais nous bénéficions pas des mêmes services que l'hypercentre. Si, si. Pas de navette, pas de fleurs, platane non taillé, en plateau, et ce, prévu, voilà, enfin bon, un certain nombre de problématiques, des poubelles cassées sans couvercle, des tags, des déjections canines. Dis donc, Madame Coste, effectivement, le boulevard Gambetta me paraît un peu en très mauvais état. Alors, plusieurs réponses à votre mail, puisque nous n'éludons et je n'élude aucune question et aucun mail, même quand cela ne fait pas toujours plaisir et quand je pense qu'il est un peu exagéré tout de même, hein, connaissant bien le boulevard Gambetta. D'une part, dans le désordre, pas de navette. Mais écoutez, vous descendez au fond du boulevard Gambetta, vous savez, là où vous avez le rond-point du Pont-Neuf. Et là, vous avez une navette bleue qui passe. Donc, si vous êtes au fond du boulevard Gambetta, vous avez quand même une navette qui passe à proximité et qui vous permettra de vous rendre en ville et de pouvoir faire, je le rappelle, en croisant d'autres navettes, d'aller partout en cœur de ville, jusqu'au lycée Jean-Baptiste Dumas, jusqu'à la sous-préfecture, jusqu'au parking. Mais a priori, c'est pas ce que vous recherchez vous-même ou effectivement dans tous les commerces. Donc ça, déjà, effectivement, il y a une navette. Concernant la propreté, je vous rappelle que dans le boulevard Gambetta, comme dans quasiment toutes les grandes artères de la ville, vous avez un passage hebdomadaire des balayeuses. Alors c'est vrai qu'en ce moment, vous allez me dire, avec l'automne en cours, nous avons avec les platanes de nombreuses feuilles qui tombent et qui mettent beaucoup de semaines à tomber. Mais je peux vous garantir, hein, effectivement, j'ai vérifié juste avant cette émission, puisque vous m'avez envoyé cette question il y a quelques jours. Dans le boulevard Gambetta, comme dans toutes les grandes avenues, vous avez, sauf quand ils sont en panne, ce qui peut arriver, des passages de balayeuses au moins une fois par semaine et des aspiratrices pour les feuilles. Je vous rappelle que boulevard Gambetta est comme d'autres boulevards aussi en hypercentre, là où il y a des réseaux de pluvial urbain. Nous avons nettoyé en septembre dernier, comme nous le faisons aussi au premier semestre de chaque année, les avaloirs afin de pouvoir éventuellement se préparer à d'éventuelles pluies fortes qui pourraient conduire, si nous n'y prenions garde, à des inondations. Je profite d'ailleurs pour dire que une petite pensée pour nos amis du nord de la France qui ont vécu ces dernières semaines. Ils continuent de vivre de très grosses inondations avec des pluies assez importantes. Et nous avons eu la chance, et je touche du bois pour l'instant, cette saison non plus, de ne pas avoir connu d'épisodes sévenols trop importants ayant causé des dégâts. Alors, ça peut toujours arriver, donc il faut toujours rester vigilant. Et j'en profite pour le redire. Pour autant, effectivement, on s'aperçoit que voilà, quelques années que nous avons pu passer à côté. Et je le disais pas plus tard que ce matin à une personne qui m'interrogeait sur le grabieux. Je pense que les travaux que nous avons réalisés sur les cours d'eau, sur l'entretien justement du pluvial, sur le Gardon, mais sur le Grabieux également, même si ils ne seront pas suffisants pour une crue d'occurrence millénale, permettraient de faire passer des pluies très fortes aujourd'hui sur Alès.
qui, j'espère, n'arriveront pas. Pour autant, vous le savez aussi, je fais une incise dans votre question, Madame Coste, que malgré les pluies de l'automne, il nous manque encore un peu d'eau pour recharger les nappes phréatiques. Donc les pluies sont nécessaires, sont même salvatrices pour un territoire comme le nôtre, pour préparer le printemps et l'été prochain. Donc nous avons encore besoin d'eau, mais pas dans des énormes quantités. Heureusement, nous avons quand même des nappes qui se sont rechargées, notamment sur les plaines, sur Alès et sur la plaine de la Gardoninque. Il faut encore que dans les Hauts-de-Cévennes, il y ait encore quelques pluies afin de recharger les sources et préparer l'année prochaine. Mais vous voyez, nous sommes dans un cycle, là aussi, même si nous avons eu peur de l'année de cet été, pour certaines communes, en tout cas de l'agglomération, nous sommes dans un cycle où nous rechargeons les nappes. Heureusement, la nature est bien faite quand même. Il nous faut la protéger, mais bien souvent elle régule. Dans le Nord, j'en profite de le dire aussi, puisqu'on m'a posé une question, pas à ce Facebook Live, mais dans la rue, il y a quelques jours, nous ne pourrions pas connaître ce qui se passe dans le nord de la France. Hein, je vous le redis, nous n'avons rien à voir en termes d'hydrologie avec ces bassins du Nord. Je rappelle que le Nord-Pas-de-Calais, une partie de ce Nord-Pas-de-Calais, c'est comme en Hollande, c'est des polders, c'est-à-dire que quelque part, les terres sont sous la mer. Donc il y a des digues qui l'entourent, et puis les nappes phréatiques sont très très hautes, et donc quand il pleut beaucoup, l'eau rentre dans les nappes phréatiques, et les nappes phréatiques débordent, et donc d'où la difficulté pour les habitants de certaines de ces communes de voir l'eau s'évacuer. Vous voyez, il y a des pompes énormes qui sont mises en place aujourd'hui pour vider ces polders. Voilà, chez nous, c'est des pluies torrentielles, des pluies cévenoles, elles tombent très fortement, très rapidement, beaucoup plus que dans le nord. Hein. C'est des pluies plus longues et moins fortes, mais qui s'étalent dans le temps et qui chargent les nappes phréatiques. Chez nous, c'est des pluies qui tombent avec beaucoup plus d'intensité et qui ruissellent fortement et qui remplissent les cours d'eau, puisque nous sommes sur une zone montagneuse. Donc vous voyez, je le dis aussi, c'est vrai que les problèmes d'inondabilité ne sont pas partout les mêmes en France. C'est un de mes combats. Parce que je dis souvent que nous ne pouvons pas tous être traités de la même façon parce que tous les territoires sont différents. Et je dirais un mot tout à l'heure sur le ZAN, le zéro artificialisation nette, puisque j'ai eu une question d'une personne, je verrai le nom tout à l'heure, qui me posait la question suite à mon intervention du mois dernier, qu'est-ce que veut dire le ZAN et quelles sont les conséquences pour nous sur le territoire. Je vais y revenir tout à l'heure. Pour revenir à Madame Coste, parce que je ne vous oublie pas, donc je vous ai parlé effectivement du pluvial sur lequel nous travaillons, et puis effectivement du nettoyage, et sur les arbres. Alors, je ne sais pas si vous habitez vraiment en boulevard Gambetta, Madame Coste, mais nous avons eu 2 tailles cette année. 2 tailles, donc extérieure, c'était au début juillet, me semble-t-il, et intérieure, c'était aux vacances de la Toussaint, c'était pas il y a très longtemps. Et je vous rappelle que aussi, mais là c'est bon pour pour toutes les rues d'Alès qui ont des platanes, que les tailles de platanes et le taille des arbres en général répondent à des impératifs techniques. Et ces impératifs techniques sont de 2 ordres. D'une part, on ne peut pas tailler tout le temps, donc nous avons des ingénieurs horticoles qui nous font part des périodes où il faut tailler ces arbres et du nombre, enfin, du temps qu'il faut passer entre 2 tailles, hein, parce qu'on ne peut pas tailler en permanence, parce que l'arbre se fragilise et il peut effectivement mourir, et dans ce cas-là, il nous faut couper les arbres. Ça nous arrive d'avoir à couper des arbres parce qu'ils sont malades, puisque je vous rappelle également que nous inspectons l'ensemble du patrimoine arboré de la ville d'Alès, il est scanné, tous les arbres sont répertoriés, ils sont sur une carte aujourd'hui et leur carte d'identité à chacun est disponible et leur santé est disponible. Pour revenir au boulevard Gambetta, donc cette taille a été faite, mais nous ne pouvons pas tailler les arbres indifféremment parce que il ne faut pas désaxer les arbres. Si vous taillez que d'un côté, l'arbre effectivement penchera de l'autre et à un moment il tombera. Et quand il tombe, il peut faire beaucoup de dégâts sur l'espace public, mais il peut aussi blesser des personnes. Donc nous ne prenons pas de risque. Donc rassurez-vous, le boulevard Gambetta, qui est un très beau boulevard, qui est très fréquenté, hein, parce que c'est un axe de sortie du cœur de ville et d'entrée dans le cœur de ville, est un boulevard qui n'est pas du tout oublié, comme le centre-ville, comme tous les quartiers de la ville d'Alès. Après, effectivement, je le dis aussi, vous me parlez des déjections canines. Pour ma part, je n'ai pas de chien, j'adore les chiens, et si j'en avais, effectivement, j'essaierais de les gérer en tout état de cause. Ce n'est pas moi, ni Max Roustan, qui allons amener nos chiens pour faire caca dans les rues. Donc voilà, moi j'appelle aussi au civisme. Hein. Les agents municipaux, je l'ai dit lors d'un Facebook Live, ne sont pas là pour ramasser la merde des chiens de tout le monde.
Voilà, il y a des amendes qui sont mises en cas de déjection canine. Voilà, on fournit en mairie des petits sacs qui vous permettent de ramasser les excréments de vos animaux de compagnie et de les mettre à la poubelle. Mais pensons tous d'ailleurs à nos concitoyens et à celles et ceux qui marchent dans le cœur de ville, surtout pour les personnes âgées qui pourraient effectivement glisser et se faire mal. Donc voilà, il y a un peu de civisme aussi. Ne comptez pas que je puisse mettre un agent municipal derrière chaque personne pour ramasser leurs papiers, pour ramasser l'éjection canine. Ce n'est pas possible. Vous dites je paye mes impôts, comme tout le monde, nous payons tous nos impôts, et donc nos impôts ne sont pas faits pour ça. Voilà. Nos impôts sont faits pour payer du service public à la population, payer des investissements, mais ils ne sont pas payés. Voilà, on ne met pas d'impôts, même si nous le faisons bien sûr, mais ça me fait toujours râler de dépenser de l'argent, de mettre des personnes pour faire le boulot à la place de tout un chacun. C'est ça la citoyenneté. Vous savez, on en parle souvent, il faut être citoyen, la citoyenneté. Et ben, elle commence par ça, par un peu de rigueur dans nos comportements en société et en ville. Voilà. Donc, je trouve que quelque part, pour regarder ce qui se fait ailleurs, et je ne citerai aucune autre ville, notre ville, même si certaines personnes râlent, est pas plus sale qu'ailleurs, et je dirais même beaucoup moins sale que beaucoup de villes voisines. Hein. J'ai des preuves, quand on se balade dans des villes pas trop loin de nous, effectivement, eh ben on s'aperçoit que nos villes sont, la ville d'Alès, le cœur de ville, mais pas que le cœur de ville, est quand même plus propre. Mais c'est un effort collectif et quotidien. Donc, chère Madame Coste, nous faisons de notre mieux pour que tout cela se fasse. Puisque vous parlez d'impôts aussi, je reviens sur quelque chose dont je vous ai parlé le mois dernier, c'était sur les impôts, puisque j'avais une question assez précise. Je vous rappelle, donc quand même, parce que c'est vrai, quand on me dit je paye mes impôts, donc j'y ai droit, bien sûr que vous avez droit, parce que vous habitez à Ville-d'Alès, vous avez le droit, comme tout le monde, au service public. Mais quand vous payez des impôts sur 100 euros, hein, je vous l'avais expliqué la semaine dernière, sur 100 euros, on va dire, dépensés par la Ville-d'Alès et Alès Agglomération, nous payons, les personnes physiques, 18 euros d'impôts. Et oui, ça veut dire que par votre conseiller, 82 euros sont payés par d'autres choses que nos impôts. Heureusement qu'on a ces autres ressources quand même, parce que c'est pas avec nos 18 euros d'impôts, alors c'est toujours trop, hein, c'est toujours trop, quand on paye des impôts on râle toujours, mais c'est pas grâce à ça que nous faisons tout ce que nous faisons. Voilà, c'est avec tout le reste. Donc je redis ça aussi bien souvent parce qu'il faut aussi avoir la vérité, parfois les chiffres sont bons à entendre. Voilà, je reçois en direct une remarque de Laurent Ivaldi. Bonjour Monsieur Rivinc et merci pour ce que vous faites pour l'OAC. Au plaisir de vous revoir dans le COP. Ah oui, Laurent. Ben écoutez, ben vous savez que j'aime le sport, j'aime le football, j'aime la culture, j'aime l'OAC et je suis présent en tant que possible. Et donc, effectivement, j'adore regarder en fait ou aller au stade et être avec le COP plutôt que d'être assis dans une tribune avec des gens voilà, qui sont assis sagement. Ben, j'aime bien être avec les supporters dans les COP et effectivement, je trouve que l'ambiance est beaucoup plus sympa. On est debout, on fait la fête, donc écoutez, on essaie, on continue, on croise les doigts parce que pour l'instant, ça se passe pas super bien à part en Coupe de France. Mais moi, je suis très confiant et je pense qu'on a en tout cas un staff et une équipe, un président et une équipe qui ont de l'ambition pour ce club. Et comme je vous l'ai dit, comme je le dis à tout le monde, ben, j'essaierai de vous accompagner autant que possible pour, euh, pour arriver à mettre en place ces ambitions. Mon cher Laurent, vous pouvez compter sur moi. Hein, le foot, c'est quand même un sport majeur. Autre question de Marjo par mail. Alors, elle est très longue, donc je vais vite parce que sinon je vais passer le bonjour. Je me permets de vous adresser ce message car je suis abonné au parking souterrain du Gardon. Depuis plusieurs jours, tous les soirs, la sortie du parking ne cesse d'être bloquée par des bouchons. Je vois votre question. Est-il possible de trouver une solution SVP? Bon, je pense que votre question date de quelques jours, parce qu'en l'occurrence, concernant le parking du Bas-Gardon, nous avons pris la décision d'ouvrir le parking et de le rendre gratuit, ce qui devait être le cas la semaine prochaine pour les festivités de Noël. Mais effectivement, je vous explique aussi pourquoi nous avons rencontré ces embouteillages, ces bouchons en sortie. C'est qu'il y a une personne, hein, je ne la qualifierai pas, mais si je pouvais dire ce que je pensais de ces agissements, ben, ça me met en colère, qui est rentré dans une borne, vous savez, la barrière, tout simplement, qui nous a arraché cette borne,
Il nous faut au moins 1 mois et demi pour la faire réparer ou la changer. Ça va nous coûter de l'argent d'ailleurs. Quand je dis nous, alors là, pour le coup, c'est aux usagers, aux contribuables, bien sûr. Et entre-temps, ben, cette sortie était fermée. Il n'y avait donc plus qu'une sortie. Et donc faire sortir tout autant de voitures par une seule sortie, ça a bouché. Donc nous avons pris la décision d'ouvrir les barrières. C'est des recettes en moins hein, pour le budget des régies, d'autant que nous sommes sur un parking très très peu cher. Hein. Nous sommes 2 euros la demi-journée, avec un abonnement à 20 euros par mois hein, pour stationner tous les jours dans ce parking. Mais voilà, donc il n'y a plus de bouchons. Ça va encore plus vite que quand il y avait cette barrière. Mais bon, je suis un peu quand même énervé de voir que c'est assez régulier que des automobilistes ben, foncent dans ces barrières. Alors pas volontairement certes, mais parfois dans des états qui ne sont pas compatibles avec l'usage de la voiture. J'en dirai pas plus, mais c'est beaucoup d'argent. Vous voyez, ça va être là une 20-25 000 euros pour remplacer ça. Bah, écoutez, on aurait bien fait d'en faire autre chose, c'est 25 000 euros, et ça me fait râler d'avoir cela. Mais bon, c'est comme ça. Alors là, j'ai un petit bug sur mon écran, mais tout va bien. Voilà, ça va revenir. Donc voilà, Marjo, la question, je regarde parce qu'elle était longue, je comprends pas. Alors, puisqu'on est sur le parking, vous, alors c'est pas vous, mais j'ai une question qui arrive tout à l'heure. Je crois que c'est Geoffrey qui pose la question sur qu'est-ce qui se passe réellement dans le cadre au parking de l'abbaye. Parce qu'effectivement, vous avez peut-être vu ces derniers jours le parking rouvrir, puis refermer. Ça nécessite quand même quelques explications. Et je vais essayer là aussi de rester très très calme. Très très calme, zen. Alors effectivement, vous le savez, il y a 1 an à peu près, hein, dans le cadre des travaux de réhabilitation du marché de l'abbaye qui sont en cours, nous avons lancé des études avec le maître d'œuvre, l'architecte, avec un cabinet d'études pour regarder un peu l'état de la structure du marché, pour savoir un peu les travaux qu'il fallait y réaliser. Et donc bien sûr, ça prenait en compte le marché et le parking. À notre grande surprise, le cabinet d'études nous a fait part de difficultés sur la structure du parking en nous disant que ce parking allait s'effondrer et qu'il fallait le fermer d'urgence. Alors quand on a vu ça avec le maire, effectivement, ben, on n'a pas pris de risque. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé une contre-étude. Vous savez, parfois, étude contre étude, c'est toujours important, d'autant que ce bureau d'études, dont je tairai le nom par charité chrétienne, globalement nous expliquait, après des expertises, que les dalles du parking ne supportaient plus que 100 kg au mètre carré. Ça veut dire que moi qui pèse à peu près 100 kg, en fait, moi tout seul même, je ne peux pas rester, enfin on ne peut pas rentrer à 2 sur 1 mètre carré, sinon le parking va s'écrouler. Bien sûr que c'est faux. D'ailleurs, on a rarement vu une dalle béton s'effondrer d'un coup d'un seul, parce que j'ai regardé ce que je vous dis, et donc nous avons fait venir une contre-étude, un expert là aussi, un expert béton, reconnu bien au-delà des frontières d'Alès, qui donc a mis en charge ces dalles pour s'apercevoir si effectivement elles étaient fragilisées, sachant que nous savons qu'au bout de 30 ans, et je l'ai dit, ce parking a subi quand même des désordres. Et donc il était prévu de toute façon de mettre des renforts sur ce parking dans le cadre des travaux du marché de l'abbaye. Et là aussi, 2 ans auparavant, avant cette étude-là, le cabinet Ginger, qui est un cabinet qui est à peu près le leader mondial de l'expertise sur les bétons, dans la pré-étude du marché, avait conclu à des désordres, effectivement, mais n'avait jamais écrit que ce parking menaçait de s'effondrer, sinon bien sûr nous aurions soit fermé le parking à l'époque déjà, soit fait des études complémentaires. Donc la contre-étude lancée en décembre dernier a démontré que en fait ce parking n'était pas prêt de s'écrouler, ça a été écrit, j'ai pas c'est bête, j'ai plus le rapport sous les yeux, mais je l'ai présenté à certaines personnes. C'est écrit noir sur blanc par un expert. C'est pas moi qui l'écris, c'est un expert. Donc, fort de cela, nous avions décidé, en notre âme et conscience, je le dis, je pèse mes mots, de rouvrir le niveau -3 du parking de l'abbaye. Le niveau -3. Le niveau -3, ceux qui le connaissent, c'est tout au fond. Voilà, il faut descendre tout en bas du parking. Le niveau -3, il est posé sur le sol, par terre. Et quand elle est posée par terre, ça veut dire que de toute façon,
Vous avez le sol et vous avez une dalle béton dessus. Et donc, on avait autorisé ce niveau-là. Il ne risquait pas de s'écrouler, puisqu'il est au sol. On n'a jamais vu un sol s'écrouler, à part s'il y a un tremblement de terre, mais pour l'instant, ce n'était pas l'objet. Et donc, on avait fermé le niveau -1 et le niveau -2, sur lesquels les bureaux d'études nous avaient alertés. D'accord? Ils étaient fermés. Interdiction de stationner. OK? Et donc, nous avons rouvert, nous avons là aussi fait des travaux sur le SSI, hein, c'est-à-dire sur la sécurité incendie, c'est-à-dire les alarmes, si demain une voiture flambe dans le parking pour signaler, sur les extractions d'air. Hein, nous avions fait des travaux pendant quelques jours, après le lancement des travaux de démolition de l'actuel marché, et nous avions prévu d'ouvrir au moins jusqu'au début des travaux de réfection, c'est-à-dire mi-janvier, fin janvier, ce parking -3. Bah écoutez, le sous-préfet d'Alès a pris la décision par arrêté de nous le faire fermer. Pourquoi pas? Nous avons donc mis en œuvre l'arrêté de fermeture, mais nous sommes dans cette affaire-là, une fois de plus, dans un système qui est en train, à mon avis, comment dire, de créer un certain nombre de problèmes dans notre pays. Il faut arrêter en permanence, me semble-t-il, de prendre des ceintures, des bretelles, des parapluies. Il faut savoir, de temps en temps, oser faire les choses. On n'est pas fous. Ni Max Roustan, ni moi, nous sommes fous. Il n'est pas question dans notre idée, lorsque nous avons rouvert, de mettre en danger les personnes qui rentraient dans ce parking. Vous voyez, le fait de faire fermer ce parking, ça voudrait presque dire, regardez, ils sont inconscients les deux là-bas. Hein, moi-même, je me garais au -3. Et si je me garais au -3, c'est que j'étais en toute sécurité. Et que tous les experts béton vous diront qu'une dalle qui n'est pas chargée, puisqu'il n'y avait pas de voiture au -2 et au -1, ne peut pas s'écrouler. D'accord? Voilà. Après, il y a des désordres. Et il est prévu quasiment 3 millions d'euros dans les futurs marchés pour renforcer ces dalles. C'est prévu. Et on rouvrira dès que ces travaux seront finis. Ça prendra un peu de temps quand même, malheureusement. Le -2 et le -1. Voilà, mais dans la vie, il faut quand même, vous savez, on est un pays hyper réglementé, des lois, des règlements, tout le temps, et en fait, il y a de moins en moins de conscience et de confiance mise sur les élus locaux de la part des services de l'État. Ça me met en colère souvent, je vous le dis, franchement, ça me met en colère, parce qu'en plus, c'était de notre responsabilité, à Max Roustan et à moi, une fois de plus, je le redis. Bon, ce parking est fermé, nous avons ouvert des places autour, on va pas se battre, hein, c'est clair. Je regrette juste que malgré les échanges que nous avons eus, il ait fallu quand même prendre cette décision, mais c'est ainsi. Bah, je veux dire aussi, hein, le plus simple dans la vie, vous savez, c'est-à-dire c'est de tout interdire. Vous prenez la voiture, vous risquez l'accident, donc il ne faut pas rouler. Vous marchez dans la rue, vous pouvez vous faire renverser, ne marchez pas dans la rue. Voilà, si on veut un pays dans lequel il y ait zéro risque, effectivement, ça va être compliqué. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, vous savez, lorsque nous naissons, nous savons que nous avons 100% de risque, malheureusement, un jour, le plus tard possible, j'espère, de mourir. Voilà, je crois qu'à un moment, il faut un peu de raison dans toute chose. Et surtout, ce qui m'ennuie et ce qui nous ennuie avec Max Roustan, c'est qu'on n'ait pu penser une seconde que nous avons ouvert un parking et à la limite pour mettre en danger les personnes qui l'utilisaient. Voilà. Donc ça aura un impact sur la fréquentation du cœur de ville. Puisqu'on est sur les parkings, je profite pour vous dire que j'espère que d'ici quelques jours, si les services arrivent à le mettre en place, j'ai demandé qu'on affiche en permanence sur ls.fr le nombre de places disponibles, parking par parking. Parce que là aussi, je sais ou j'entends qu'il semblerait que ce soit très compliqué de se garer dans Alès. Il y a de plus en plus de monde qui viennent dans Alès, et c'est tant mieux. Et donc c'est vrai que plus il y a de monde, et avec ce parking qui est fermé en plus, plus les places de parking sont occupées, c'est clair. Mais c'est vrai aussi que il y a toujours des places de parking dans certains parkings de structures. Le Bas-Gardon, le Centre-Alès, le parking de la Maréchale, le parking de la place des Martyrs de la Résistance, pardon, le parking du Haut du Gardon, le parking du Bas du Gardon, le parking du Champ de Foire jusqu'à l'arrivée de la foire, il y a toujours des places pour stationner. Donc venez en ville, et en plus, c'est moins de 2 heures, c'est gratuit. Donc c'est quasiment gratuit, vous avez le temps en 2 heures d'aller faire vos courses, et notamment pensez que pour Noël, la meilleure chose que nous ayons à faire, c'est d'aller acheter au maximum chez nos commerçants du cœur de ville. Et pas que, du cœur de toutes les communes de l'agglomération, tous les commerçants indépendants, tous les commerçants qui sont comment dire, qui sont sur le territoire. C'est très important, plutôt que
les grandes enseignes internationales, que je ne citerai pas, mais dont vous pouvez trouver sur Internet, où on est souvent déçu quand on achète. Pour ma part, je n'y achète pas, donc pensez à tout cela. Voilà, Marjo, donc je voulais dire, c'est un peu un coup de colère, excusez-moi, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que le cœur de ville d'Alès, c'est le cœur battant de cette ville. Et je vous en reparlerai très prochainement. Alors Loïc Viala, donc là c'est aussi en direct sur Facebook. Bonsoir Monsieur Rubin, savez-vous quand est-ce que débutera l'agrandissement des urgences de l'hôpital? Je m'y suis rendu avec le monde présent, nous étions très à l'étroit. Ben, cher Loïc, oui, effectivement, vous avez raison. Il y a des jours où c'est très compliqué de pouvoir aller aux urgences d'Alès. Je vous rappelle ce chiffre. Elles ont été construites pour 25 000 passages par an. Nous sommes quasiment à 50 000. Voilà, pour vous dire. À l'époque où ça a été construit, pour plein de raisons, c'était à peu près le nombre de passages. Aujourd'hui, on va aux urgences, malheureusement, beaucoup plus souvent. Pas peut-être qu'on est plus malade, mais surtout qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, ce à quoi nous travaillons dans le cadre des États généraux de la santé. Donc j'ai obtenu des budgets pour que les urgences soient agrandies. C'est 8 millions d'euros qui vont être investis. Et donc les travaux vont débuter dans l'année 2024. Hein, tout a été validé, les études sont en cours et les travaux d'agrandissement des urgences vont débuter dans quelques mois. Je n'ose même plus dire de date parce que vous savez que sur les plannings, c'est assez compliqué, mais en tout cas, c'est maintenant tout proche et tout a été validé. Voilà, j'en profite aussi de cette question, Loïc, pour redire, alors c'est facile à dire, mais c'est de mon rôle de président du conseil de surveillance du centre hospitalier. Eh ben, écoutez, il faut aller aux urgences. Je comprends qu'on puisse avoir peur, parfois avec des choses qui arrivent dans la nuit notamment, mais voilà, il faut vraiment bien mesurer, on va dire, l'enjeu d'aller aux urgences. Heureusement, la majeure partie des personnes qui vont aux urgences ne sont pas ni hospitalisées ni repartent avec des pathologies très graves. Donc voilà, il faut essayer de faire. Parfois, par contre, c'est obligatoire, les urgences sont là pour ça. Et vous avez sur Alès de très bonnes urgences, je le redis aussi, qui font de leur mieux pour répondre aux attentes des populations. Donc voilà, nous travaillons aujourd'hui à cela. J'en profite pour dire aussi que, puisque c'était une question qui m'a été posée, que nous avons accueilli il y a 15 jours 20 internes sur l'hôpital d'Alès, hein, dans le cadre de leurs études, dans l'internat. Donc vous voyez, l'hôpital d'Alès est un lieu qui intéresse les internes en médecine, c'est-à-dire ceux qui sont encore en faculté de médecine et qui se destinent à être médecins et qui ont réussi le concours de l'internat, donc une vingtaine d'internes, et donc à nous de faire en sorte de pouvoir, une fois qu'ils seront médecins en titre, de pouvoir revenir sur l'hôpital d'Alès. Voilà pour ça. Alors, oula, ça arrive en paquet. De Karine Murat. Le cœur des Cévennes avec les villages du Haut sont-ils au centre de votre développement pour l'enfance? Les modes de garde dans les Hauts, je pense dans les Hauts-de-Cévennes, ça doit être. Alors, bien sûr que le cœur des Cévennes, alors je ne sais pas si vous parlez des communes sur l'agglomération, donc Génolac, Chambord-Égaux, enfin le Chambon, je ne vais pas citer Concoul, toutes ces communes du nord de l'agglomération, qui sont des communes d'Alès agglomération en part entière. Oui, bien sûr, nous avons des structures de petite enfance, notamment Chambord-Égaux, par exemple, et donc bien sûr que c'est au cœur de nos préoccupations également. Je vous rappelle que concernant la petite enfance, j'ai ouvert il y a une dizaine de jours le séminaire annuel avec l'ensemble des agents de la petite enfance d'Alès Agglomération. Elles sont plus de 200. Il y a plus de 200 agents, hein, des éducatrices jeunes enfants, auxiliaires de puéricultrices, infirmières, qui travaillent dans tous nos établissements et qui sont répartis au mieux sur le territoire. Bien sûr qu'il y a toujours des besoins, il y a de plus en plus de populations qui arrivent. Et donc, nous négocions avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, dans le cadre de ce qu'on appelle la CTG, Convention territoriale globale, pour obtenir le maximum de places de crèche, parce que la petite enfance, ça fait l'objet de financement de la CAF. Hein, et donc, bien sûr qu'à chaque fois, il faut arriver à obtenir ces postes, mais bien sûr que les Hauts-de-Cévennes sont pour nous une priorité, comme toutes les communes des Cévennes. Je rappelle aussi, puisque ça c'est des demandes, beaucoup de personnes qui travaillent, qui habitent dans les Hauts-de-Cévennes et qui travaillent sur la Grande Combe, sur l'Est, qui descendent,
ont des structures de petite enfance à proximité aussi de leur lieu de travail, parce que on s'aperçoit que les mamans et les papas et les mamans, les papas et les papas, les mamans et les mamans, bien souvent privilégient le mode de garde à proximité du lieu de travail. Donc c'est pour ça que par exemple sur les structures d'Alès ou de la périurbanité d'Alès, on a aussi beaucoup, un certain nombre d'habitants des communes un peu plus lointaines, mais qui viennent travailler sur la ville-centre. Et donc voilà, mais pour les personnes qui travaillent sur place dans ces communes-là, il y a quand même des structures, notamment par exemple à Chamborigo, pour accueillir les jeunes enfants. Vous avez aussi les MAM, ce qu'on appelle aujourd'hui les MAM, les relais assistantes maternelles, hein, les anciens RAM. Voilà. Alors, Karine, vous n'avez rien n'est fait pour les plus de 6 ans sur les mercredis et petites vacances. Alors, rien n'est fait pour les moins de 6. Alors, il y a ce qu'on appelle des ALSH, des accueils de loisirs sans hébergement. Alors, il n'y en a pas partout, il n'y a pas sur toutes les communes d'ALS agglomération, il y en a sur des zones de centralité. Donc, par exemple, je ne sais pas de quelle commune vous voulez parler, mais vous avez des lieux qui accueillent les enfants. Vous avez sur la vallée de Lauzonnais, vous avez autour du Pays Grand Combien, vous en avez autour d'Alès, bien sûr, sur Alès, avec le Massagnier, avec Malataverne, vous en avez au sud d'Alès, vers Saint-Césaire de Gozignan, vous en avez, alors tout ça c'est de mémoire, hein, puisque les questions sont en direct, vous en avez aussi vers Anduze, bien sûr, Saint-Hilaire de Bretmas, à Bagarre, voilà, vous avez beaucoup de communes sur lesquelles il y a des ALSH, des centres de loisirs, mais je regarderai si vous avez des demandes précises donc sur Chamborigo, voilà. Donc merci pour vous répondre. Sur Chamborigo, alors sur Chamborigo, je sais c'est une commune aussi importante puisque l'agglo il y a prévu d'y investir beaucoup puisque je me suis engagé à y réaliser une maison de santé quand même communautaire, la seule de ce mandat hein, sur Chamborigo. Donc je porte beaucoup d'attention et je suis souvent sur les hauts cantons d'Alès agglomération, tout comme sur le sud, parce que moi l'ensemble des communes, j'ai la même attention pour toutes les communes d'Alès agglomération, avec nos moyens, bien sûr, hein, si on pouvait tout faire, ce serait génial. Et donc voilà, sur Chamborigo, mais je vais regarder votre cas, si vous avez des besoins en enfants, on regardera où est-ce qu'on peut vous proposer des places d'hébergement pour les plus de 6 ans, chère Karine. Donc je continue sur les questions envoyées, celle-là sur Facebook. Bonjour de Sophie sur Facebook. Je me permets de vous contacter car je ne trouve pas ma programmation pour les fêtes de Noël. Voilà, nous sommes le 25 novembre, donc à un mois de Noël, je ne vois rien. Merci de votre retour. Écoutez, franchement, si c'est une très bonne question, parce que ça me permet de vous répondre cash. Vous voyez, c'est demain. Nous présentons, avec Max Roustan bien sûr, les festivités de Noël sur la ville d'Alès. Et on m'a porté tout à l'heure le petit guide qui sera disponible dès demain après la conférence de presse dans tous les bons accueils, mairie d'Alès, mairie Prime, dans tous les lieux, chez les commerçants, ce petit livret de Noël magique qui va vous répondre à toutes ces questions. Je rappelle que toutes les communes d'Alès agglomération organisent des festivités hein, pour ces fêtes de fin d'année, que vous retrouverez ça dans le journal d'Alès agglomération qui va sortir, je pense, tout début de semaine prochaine, où vous avez 4 ou 6 pages sur toutes les festivités, sachant que j'ai souhaité là aussi que nous passions un Noël un peu plus festif, un peu plus heureux, un peu plus gai que les terribles mois que nous traversons avec tout ce que nous entendons à la télé, à la radio, entre les drames qui se passent en France, entre ce qui se passe bien sûr en Israël et en Palestine, ce qui se passe en Ukraine toujours, et qui nous voyons tous les jours à la télé. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez compliqué d'avoir une vie apaisée. Dans moins d'un mois, nous sommes à Noël. Hein. Et moi, je souhaiterais qu'au moins pour nos enfants, le mois de décembre nous devienne apaisé, qu'on pense à un peu faire la fête, à préparer les fêtes en famille, puisque Noël, c'est la fête de la famille généralement. Et donc, là, je vous garantis, je ne vais rien délivrer ce soir, mais je vous garantis qu'il y aura un programme assez exceptionnel sur la ville d'Alès, ainsi que sur les autres communes, avec, vous voyez, il y aura des petits changements. Je vous annonce juste un changement, sans vous en dire plus. Les parades auront lieu généralement le dimanche, plus le samedi, parce que le samedi, il y a trop de monde en ville, et les commerçants nous ont demandé de faire des choses le dimanche, mais il y aura des choses aussi tous les jours. Alors, il y a l'UCIA qui vous proposera aussi des jeux, il y a la CEV qui vous proposera des jeux. Donc voilà, venez en cœur de ville, vous allez voir des animations et rendez-vous samedi à 18 h sur la place du Cratère, c'est le lancement des festivités. Donc là, vous êtes toutes et tous invités. Il y aura un spectacle, il y aura voilà,
feu d'artifice. Et à l'issue de ce feu d'artifice, comme chaque fois, pour lancer les festivités, il y en aura un, je crois, de mémoire, là aussi, vers le dernier samedi avant Noël, il me semble que c'est prévu comme ça. Et à l'issue de ce lancement des illuminations, hein, nous vous proposerons pour les courageux de rester un peu d'ailleurs et de faire une petit flash mob. Je vais y revenir, c'est-à-dire qu'on soit un certain nombre à danser sur la place du cratère. Je vous en reparlerai. C'est ce samedi 2 décembre à 18 h et l'après-midi. Il y aura plein d'animations en ville. Donc venez en ville d'Alès, venez dans vos communes pour commencer à faire, enfin pour que le Père Noël commence à faire les cadeaux de Noël. En l'occurrence, c'est comme ça. Puisque nous sommes sur les festivités, j'ai aussi une question. Alors c'est une question de Patrick. Patrick C qui me dit qu'il avait vu dans Midi Libre il y a quelques jours le lancement d'une année culturelle 2024 exceptionnelle. De quoi s'agit-il? Alors Patrick C, écoutez, merci de cette question. Donc voilà, comme quoi, voilà, vous avez lu dans la presse locale ce que j'ai annoncé vendredi dernier de mémoire. Donc, vous le savez, rapidement, je regarde l'heure parce que je ne veux pas non plus déborder. Donc, vous le savez, l'année dernière, j'avais lancé la candidature d'Alès Agglomération pour devenir capitale française de la culture en 2024. Vous vous en souvenez sûrement, nous avions mobilisé l'ensemble des acteurs culturels, la population, les écoles de danse, enfin tous les acteurs, tout le public aujourd'hui pour se mobiliser. Nous avons porté une magnifique candidature, nous avons déposé un dossier remarquable avec l'ensemble des partenaires, hein. Je ne les citerai pas bien sûr, mais on peut citer au moins le Cratère, le Pôle des Arts du Cirque, le Festival de l'itinérance, les Fous Chantants, nos musées, les médiathèques, enfin tout ce qui est équipement ou association ou action culturelle, donc ils sont mobilisés. Nous avons été auditionnés, c'était il y a un peu plus d'un an, par un jury national et nous avons fini, enfin nous n'avons pas gagné, nous avons fini deuxième, malheureusement. Bon, vous avez dit ce que j'en pensais, j'y reviens pas, mais comme je suis têtu et que la culture est quelque chose pour moi de très important, comme le sport, je le disais tout à l'heure, j'ai souhaité et j'ai décidé de lancer une année 2024 exceptionnelle en matière culturelle, que nous intitulons Alès Agglo Scène des Mondes. Alès Agglo Scène des Mondes, c'est l'année culturelle 2024 qui verra sur l'ensemble des 72 communes de l'Agglo environ 600 événements culturels. C'est énorme, c'est quasiment 2 événements par jour, alors différentes tailles effectivement, avec des grands événements. Je pense à Nénuphar par exemple, de Franz Clochard, je pense à des animations au niveau bien sûr du Cratère Théâtre. Je ne vous dirai pas tout ce qu'il y a ce soir, mais vous pouvez sur le site alès.fr bien sûr retrouver l'ensemble de la programmation. Et puis aussi, vous verrez, il y aura des activités autour du sport, puisque 2024 c'est aussi une année olympique, et sport et culture, sport et art, sport et sciences. Voilà, ici vous le savez, la culture est dans notre nature, c'est la thématique de cette Alès Agglo Scène des Mondes, c'était la thématique de cette candidature que nous avons portée. Donc voilà, il va y avoir énormément d'actions culturelles, beaucoup d'artistes, beaucoup d'acteurs culturels, beaucoup d'équipements, tous nos musées, toutes nos structures vont se mettre en mouvement encore plus que les années précédentes, avec des budgets un peu augmentés l'année prochaine. Et donc, j'espère que la population d'Alès Agglomération et d'ailleurs va s'emparer de ces événements. Hein, et nous aurons l'occasion de revenir en détail dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, sur tous ces événements-là. Et vous verrez, il y en a qui seront assez exceptionnels au sens littéral du terme. Ils vont sortir de l'exception. Au niveau des étoiles, enfin, j'en dis pas plus, et ce programme est à découvrir tout au long de l'année 2024 à Alès Agglo Scène des Mondes, et vous verrez sur chaque opération, vous aurez un tampon qui sera apposé sur ces animations. Alors les messages arrivent, ça arrive. Alors je vais voir s'il a disparu. Oula. David Bianco, bonsoir monsieur le maire, sauf que quand les commerçants eux-mêmes, quand ils font preuve de ne pas répondre à ma demande, me disent de regarder peut-être sur internet, je fais pas partie des gens qui achètent le pull bleu en stock chez les commerçants alors que je souhaite un rouge, alors on fait quoi?
Alors, bon, je suis maire adjoint, je ne suis pas le maire, hein, c'est Max Constant le maire, mais je suis président de l'agglomération, cher David. Si je comprends bien votre question, ben, vous avez le sentiment que parfois, dans certains commerces, on ne répond pas à votre attente. Alors, je veux défendre les commerçants un peu, hein, parce que des fois, je les secoue un petit peu, mais gentiment, parce que je les aime beaucoup. Parfois, vous savez, c'est pas simple pour eux d'avoir ce qu'on appelle le réassort. C'est-à-dire qu'on leur livre ben, la marchandise qu'ils doivent vendre, et quand il manque la taille, il manque la couleur, ben, parfois c'est très compliqué pour eux d'avoir les réassorts. Donc moi-même, j'en suis victime souvent, hein, sur les tailles, notamment des costumes, c'est très compliqué, hein, parce que c'est vrai que je suis une taille mannequin, hein, tout le monde le sait, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors parfois, je peux pas acheter sur Alès, mais allez quand même chez les commerçants, vraiment. Il y a un conseil en plus, voilà, il y a un accueil, il y a un accueil. Voilà, moi je suis fan du commerce de proximité, et puis peut-être, sait-on jamais, qui peuvent vous commander le rouge s'il vous faut le pull rouge, ou le bleu s'il vous faut le pull bleu. Il y en a des bons, il y en a peut-être des un peu moins bons, hein, c'est comme tout dans la vie, hein. Mais bon, il y a des très très bons commerçants sur Alès, il faut y aller et on peut se garer. Oui, par contre, c'est vrai que bien souvent, il ne faut pas que même nous disent, nous disent qu'on a des difficultés à se garer ou autre chose. C'est pas vrai, on se gare. C'est pas, on se gare pas, mais heureusement, ça voudrait dire que la ville serait vide. Mais on peut trouver des places de stationnement, je le dis, je l'affirme haut et fort. Et moi-même, tous les samedis au marché, j'arrive à me garer. Oula, j'ai des écrans partout, j'ai plein de questions qui arrivent. Kaina Zaza, bonsoir, j'ai une question, je suis maman et mes enfants sont scolarisés à la montée de Sioule. J'aimerais savoir si vous comptiez faire un parking car à l'heure actuelle c'est impossible de se garer. L'entreprise Aniel a bloqué le parking adjacent et chaque jour il y a plus de 80 véhicules garés à cheval au milieu. Oula, ça a disparu. Oula, 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 nous pouvions nous garer le long de l'école et maintenant ce n'est plus possible. Donc monsieur Révin, qu'aurez-vous une solution? Alors, cher Kaina, effectivement, nous sommes conscients de la difficulté montée de Sioule. Il y a beaucoup de circulation. Alors, vous parlez d'une entreprise qui a acheté l'ancien petit supermarché qui était là, donc elle est chez elle, le parking est privé, elle en fait entre guillemets ce qu'elle veut, elle est chez elle, et donc je crois qu'il y a une activité qui est prévue, donc là-dessus, on ne peut pas leur en vouloir, bah, s'ils ont besoin de leur parking, bah, ça leur appartient, ce n'est pas un parking public. Il reste quelques places à côté, mais ce sont aussi pour les commerçants d'à côté. J'ai plusieurs réponses. Vous voyez que malheureusement sur ce quartier-là, on n'a pas à proximité de quoi faire un parking, hein. Vous voyez, c'est une rue. Je rappelle que sur Alès, globalement, si on est sur l'école de son quartier, voilà, on est à 400-500 mètres maximum de son domicile de l'école. Donc c'est vrai que pour l'école, on privilégie le pédibus quand on peut, c'est-à-dire venir à pied, en vélo, beaucoup le font dans d'autres villes, et en voiture. Et en voiture, effectivement, parfois on n'a pas le choix, on est obligé de venir en voiture. Et donc, nous sommes conscients de ce problème, mais dans l'immédiat, on peut se garer un peu plus loin, hein, quand on part vers la rocade, sur la droite, et après, il faut marcher un peu à pied. C'est vrai qu'on peut pas obligatoirement se garer devant l'école. Et puis en plus, avec les vigipirates et autres sécurisations, vous avez vu qu'on fait en sorte que les voitures ne puissent pas être en conflit avec les gens sur les trottoirs qui rentrent dans l'école. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué que l'école Romain Roland, c'est sûr, mais l'école Claire Lacombe Aurieux, où effectivement il y a le parking, mais qui est aussi un parking privé, hein, c'est le parking de l'hypermarché d'à côté. C'est pas toujours hyper simple. On a privatisé la rue là-bas, par exemple, on a fermé la rue, hein, vous voyez, mais donc il permet aux parents d'être en toute sécurité, et surtout aux enfants. Par contre, effectivement, sur la montée de Sioule, c'est un peu compliqué, j'en suis conscient. Écoutez, on va essayer de regarder ce problème et j'essaierai de revenir vers vous, mais je pense que ça va être complexe de pouvoir faire un parking en proximité, d'autant qu'on le sait bien, sur les écoles, on veut se garer devant le portail d'entrée. On ne veut pas faire 100 mètres pour venir à pied avec son enfant, généralement, parce qu'on est toujours pressé, donc c'est toujours pas très simple. Et là, vous voyez, on n'a pas d'espace, et une fois de plus, en face, ce n'est pas à nous. Voilà, c'est un parking privé, et on n'y peut pas grand-chose. Voilà, ça arrive de tous
Sylvie Runon, bonsoir. À quand une variété plus grande de spécialistes sur l'Est comme dermatologues, etc., qui prennent des nouveaux patients? À ce jour, il faut aller à Nîmes ou Montpellier, c'est bien dommage. Oui, contraire. Ah oui. Alors, vous avez raison, Sylvie. On a un grand problème, nous et d'autres communes de notre taille aujourd'hui, sur quelques spécialistes. On sait que, notamment sur les dermatologues, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir des dermatologues. Ils sont peu nombreux en France. Et sur Alès, on n'a plus qu'un, effectivement, qui est déjà une patientèle énormissime. Et donc, c'est très compliqué pour lui de pouvoir répondre à tous les demandes. C'est dommageable. Nous y travaillons. Je peux vous dire que nous y travaillons avec Reseda, avec le service santé d'Alès Agglomération. Nous essayons aujourd'hui, enfin pas qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années, d'attirer à nous des médecins, des spécialistes comme des généralistes pour venir compléter l'offre. Il y a deux choses. Il faut le savoir, j'ai eu l'occasion de m'y exprimer. Enfin, il y a plusieurs choses qu'attendent les médecins pour s'installer dans un territoire. Ils veulent à la fois une qualité de vie. Ça, nous l'avons. Hein. Aujourd'hui, quand on est médecin ou autre chose d'ailleurs, venir vivre à Alès, c'est très agréable. Et c'est sûrement plus agréable de vivre dans une ville à taille humaine comme la nôtre que dans d'autres villes un peu plus métropolisées. Donc ça, nous l'avons. Encore faut-il la présenter aux médecins spécialistes qui ne sont pas d'Alès. Encore faut-il pouvoir l'expliquer. Donc il faut les inviter. C'est ce que nous faisons. Nous les invitons à une journée découverte de la ville d'Alès, nous les recevons, nous leur présentons les services, nous leur expliquons comment on peut se loger, tout ça. Ça, c'est une première chose. Donc nous essayons. On ne peut pas les obliger à venir, malheureusement. En tout cas, moi, je n'ai pas ce pouvoir. Deuxième chose, il faut aussi qu'ils puissent s'organiser. La plupart des médecins, notamment les jeunes médecins aujourd'hui, qu'ils soient hommes ou femmes, et je dirais presque spécialement les médecins femmes jeunes qui veulent aussi avoir une vie de famille, on peut le comprendre, hein, qui ne souhaitent plus travailler comme les médecins de famille que nous avions il y a 30 ou 40 ans, qui travaillaient 7 jours sur 7, pas d'heure le matin, pas d'heure le soir, c'est fini. Et c'est très bien. Eux aussi ont le droit d'avoir une vie, une qualité de vie agréable. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? De l'organisation médicale. Ils cherchent des pôles de regroupement, des pôles de santé, des maisons médicales, voilà, dans lesquelles ils vont pouvoir s'associer avec d'autres et s'organiser pour avoir une vie professionnelle et une vie privée agréable. Nous y travaillons, là aussi. Je vous rappelle, on a l'occasion, ils auront l'occasion de vous représenter ça dans quelques jours, dans une conférence de presse, pour que tout le monde comprenne bien. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place qu'il faut faire valider par les autorités, hein, ce qu'on appelle l'Agence régionale de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie ou le ministère. Et on a pour l'instant capacité à faire valider des expérimentations. Mais nous essayons de mettre en œuvre cela pour permettre aux médecins de faire de la médecine. Je l'ai expliqué aussi souvent, c'est un des enseignements forts de ces états généraux. En fait, les médecins nous demandent de faire de la médecine. Et aujourd'hui, qu'est-ce que leur demande leur tutelle, leur administration? C'est de faire beaucoup d'administratifs. Et pendant qu'un médecin fait de l'administratif, ben, il ne soigne pas. Et c'est la raison pour laquelle on manque de médecins. Donc nous, on veut essayer d'organiser. C'est ce qui va se passer avec le docteur Salanova sur les soins de premier recours et pour les malades souffrant d'affections de longue durée ou de maladies chroniques. Voilà, c'est en train d'ouvrir, c'est en train de se mettre en place. Nous allons développer ce genre de système où nous allons regrouper des médecins, des infirmiers, des infirmières, des secrétaires médicales, par exemple, pour traiter le patient. Comment ça se passe, par exemple, chez les ophtalmos? Arrivé chez l'ophtalmo, vous avez le secrétaire médical qui vous prend vos papiers, vous avez ensuite des assistants qui vous regardent la tension de l'œil, qui vous font qui vous projettent des étoiles ou des croix dans les yeux, qui notent plein de paramètres, et puis à la fin, l'ophtalmo vous reçoit, il a sur son ordinateur tous les tests qui ont été faits, et lui, il n'a plus que quelques minutes à vous consacrer pour regarder plus en profondeur l'œil, pour regarder et pour donner son expertise de médecin. D'accord? Et bien c'est comme ça qu'il faut fonctionner, parce qu'on ne va pas créer des médecins, on va pas créer des médecins en quelques années, il faudra beaucoup d'années, et après il faut s'organiser pour leur permettre d'avoir une qualité de vie et une rémunération à hauteur de ce qu'ils attendent. Voilà. Donc tout ça c'est en cours, mais il faut du temps. Donc c'est vrai que ça fait râler quand on est obligé d'aller à Nîmes ou Montpellier, dans les grands centres, pour des spécialités. Et nous travaillons, je peux vous le dire, et je ne veux pas prendre d'engagement précis, mais c'est vrai que nous avons des contacts avec certains médecins pour qu'ils viennent s'implanter et travailler chez nous sur le territoire de l'AS Agglomération. On a, comme ça, au niveau de la pédiatrie aussi, il y a un projet porté par le docteur Guévenou. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, mais voilà, il va falloir du temps et surtout, au-delà du temps, il va falloir des accords, des acceptations et des financements.
Donc il faut faire évoluer notre modèle de santé. J'en parle souvent avec le ministre Aurélien Rousseau qui est conscient de tout ça. Il faut faire changer notre système de santé parce qu'il y a des besoins récurrents. Et j'en profite parce qu'on va me le reprocher. L'hôpital d'Alès, c'est quelque chose qui m'occupe très, très souvent parce que l'hôpital d'Alès, il faut le préserver, il faut le développer. C'est un très bel hôpital. Hein, quand j'entends dire du mal, ça me tord les boyaux parce que c'est pas comme ça qu'on développe un centre hospitalier. Il y a des médecins merveilleux, il y a des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants merveilleux sur cet hôpital. Et d'ailleurs, avoir le courrier qu'en tant que président je reçois, je peux vous garantir que bien souvent les choses se passent le mieux du monde. Voilà, donc nous y travaillons également. Quelle heure il est? 19h50. Ça continue à arriver de partout. Euh, euh, Jopopsma, Jopopsma. Où en est les travaux de la Grande Rue Jean Moulin? Ah, bah encore, mais alors j'en parle à chaque Facebook Live, mais je vais en parler, ça avance. Vous voyez la dalle côté copropriété est en train de finir de tomber. Les travaux de chauffage urbain sont terminés. Ça a été long, mais ça a été court et long. C'était pénible quand on vivait dans cette rue qu'on avait à la traverser, mais ça a été court en termes de délai, puisque ça a été du mois de juin au mois de septembre, pour recommencer la période de chauffe. Et donc maintenant, nous attaquons la restructuration des bâtiments, les logis Semnol sur leur partie, les copropriétés sur leur partie, puisque c'est un quartier mixte. Et nous allons attaquer maintenant. Prochainement, vous avez vu qu'il y a la percée Cazot, là, en train de couler les fondations, donc on va pouvoir sortir en face de la rue Jules Cazot pour rejoindre les quais. Et donc il y aura beaucoup de percées hein, qui permettront de traverser cette grande rue Jean Moulin sur un espace renaturé, sur une rue qui, je vous le rappelle, sera une rue que nous dénommons rue Jardin, qui restera toujours la grande rue Jean Moulin, qui sera une rue Jardin où il y aura plus d'un hectare dégoudronné et rendu à la nature. Voilà, et pour autant, ces travaux vont commencer dans les prochaines semaines. Je rappelle que l'objectif de la grande rue Jean Moulin, c'est qu'elle soit finie. Alors, je n'ose plus m'engager sur les dates, mais enfin, allez, avant juin 2025, donc dans un an et demi, hein, le temps de tout faire, mais ça va être livré par tronçon. Et donc, nous commencerons par le côté Quai Boissé de Sauvage et nous finirons par le côté Pont-Vieux. Petit à petit, nous allons avancer dans cette grande journée. Donc, c'est parti, ça continue. Vous voyez, il y a des travaux quotidiens. Et là, nous sommes sur la percée Cazot. Et dans la foulée, nous attaquons les espaces partagés, les bétons désactivés, les espaces verts, le dégoudronnage. Alors, David Roux, bonsoir monsieur Rivain. Concernant les termes des Fumades, l'ouverture est maintenue pour le printemps 2024. Oui, cher David. Alors, il y a eu une visite la semaine dernière. Moi, j'étais au congrès des maires, donc j'ai pas pu m'y rendre. Mais les travaux avancent. Donc, c'est toujours prévu printemps 2024. Là aussi, hein, c'est un dossier dont Max Roustan dit souvent que voilà, 17 ans qu'ils ont lancé ce projet, que nous avons lancé ce projet. Et donc là, on peut annoncer maintenant, avec au printemps 2024, et du moins avant l'été, parce que là aussi, j'espère qu'on n'aura pas des mauvaises surprises sur les délais de travaux, mais enfin, de toute façon, normalement, c'est prévu pour avril 2024. Ce sera l'ouverture des terres. Magnifique terre! Magnifique terme. J'ai visité bien sûr les chantiers à plusieurs reprises. C'est grandiose, c'est chouette et ça va attirer là aussi un public bien sûr du territoire, mais qui vient aussi de loin pour accéder à ces termes, à ces beaux termes à l'Est les Fumades. J'avais plein de questions encore. Vous dire, oui, alors c'est pas une question, mais je l'avais noté aussi pour vous le dire. Vous rappeler qu'il y a, comme chaque année depuis 12 ans, la remise du Grand Prix, des prix Alès Audace. Hein, c'est le concours des idées audacieuses que nous avons lancé il y a 12 ans. Donc c'est le 5 décembre au multiplex, les prix seront remis. Entre-temps, vous pouvez, en allant sur le site alès.fr ou sur le site Audace, voter pour décerner le prix du public sur les 20 dossiers finalistes qu'un jury a choisi. Et donc vous pouvez choisir et je vous engage à le faire parce que vous découvrirez des projets hyper audacieux, hyper ingénieux, de jeunes ou de moins jeunes aujourd'hui dans un certain nombre de domaines avec le défi que j'ai souhaité cette année mettre en œuvre, c'est le zéro impact. Hein, c'est-à-dire à zéro impact des projets environnementaux, c'est assez d'actualité. Donc le 5 décembre, votez sur alès.fr et sur le site Alès Audace pour le dossier que vous trouvez le plus audacieux. Il recevra le prix du public que je remettrai le 5 décembre au lauréat. Alors, la question sur le parking de la Bille, je l'ai posée tout à l'heure. La santé, on en a parlé. Vous dire aussi, vous relivrer une information, j'ai l'impression d'en parler souvent. Rappelez-vous,
Pour ceux qui suivent ces Facebook Live, j'en ai parlé en janvier dernier, dans le cadre du traitement de nos déchets, qui est quelque chose de très coûteux, de très important pour protéger notre environnement, mais aussi nos finances publiques. À partir du 1er janvier prochain, la loi française nous interdit à nos collectivités de ramasser les biodéchets, c'est-à-dire tous les déchets produits, les déchets ménagers, les épluchures, les restes de nourriture, et choses comme ça. Donc normalement, pas normalement, la loi nous oblige à chacun à traiter nos biodéchets au 1er janvier. Nous ne devons plus les ramasser. C'est-à-dire que dans les poubelles noires, celles que nous ramassons avec nos camions poubelles, hors de celles des sacs jaunes et des bacs jaunes, eh ben, il ne doit plus y avoir de biodéchets. Donc vous avez plusieurs façons. Bien sûr, c'est en commandant un éco-composteur que nous mettons à disposition, en moyennant 20 euros. Là, vous allez aussi sur le site ales.fr, vous trouvez tout. Hein. Vous y allez, on vous donnera les rendez-vous. S'il en reste, chaque année, on va en mettre à disposition. Et sinon, ben, on peut aussi toujours avoir la possibilité, bien sûr, d'en acheter dans les meilleures enseignes de jardinage. Ça coûte une quarantaine d'euros, 20 euros on demande, ça coûte entre 40 et 50 euros. C'est toujours des dépenses, mais c'est beaucoup d'économies et c'est surtout une protection de notre environnement. On met ça quand on a un petit pavillon, une maison et un jardin. On met cet éco-composteur. Nous avons des ambassadeurs du tri et des maîtres composteurs qui nous expliquent comment nous faisons du compostage et on diminue le nombre de poubelles. Pour l'instant, j'attends le bilan au 31 décembre. Les nouvelles consignes mises en place nous permettent d'économiser environ 1 millier de tonnes d'ordures ménagères. Ça veut dire qu'il faut encore aller plus loin. C'est pas assez entre l'extension des consignes de tri sur les emballages. Il nous faut trier. Il nous faut trier. C'est très important. D'une part, on nous rachète ce qui est trié. Donc c'est important. Ça fait des recettes financières. Et d'autre part, on a moins à payer pour éliminer ce qui reste, les déchets ultimes. Donc voilà. Donc faisons tous un effort sur le tri. Ça doit être une bonne résolution 2024. Ça aussi, c'est de la citoyenneté. Hein, mais c'est ensemble que nous protégeons nos finances publiques. Et j'ai commencé à déployer, par exemple à Saint-Paul-la-Coste, à Brignon, des éco-composteurs collectifs. Donc on parlait de la Grand Rue Jean Moulin tout à l'heure. Là aussi, dans les espaces verts, il y aura des éco-composteurs collectifs. Et comme on descend sa poubelle à la poubelle quand on part, on descendra son petit seau de compost et on le mettra dans l'éco-composteur collectif. Et là, vous n'avez rien à faire. C'est les services Pôle environnement urbain de la ville qui viendront gérer ce compost et qui nous permettra de poser de l'engrais sur les espaces verts de la Grande Rue Jean Moulin. Et oui, c'est le circuit court, c'est vachement important et c'est tout à fait dans le bon sens. J'avais une question aussi que je ne retrouve pas. Il y a d'autres questions qui arrivent là ou pas? Non, celle-là j'ai répondu. Euh, Question tout à l'heure sur pourquoi la façade de la mairie est éclairée en orange. Parce qu'elle était en rose il y a quelques jours. C'était Octobre Rose. C'était notre engagement, entre autres choses, avec ce que nous avions mis sur le pont, tous les soutiens-gorge que nous avions pendus avec les Amazones sur le pont neuf. Là, c'est le mois de novembre, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. C'est un combat très important, très très important. Beaucoup trop de féminicides et nous avons décidé également de nous joindre depuis plusieurs années avec le Sort Optimiste notamment, qui est un club service, à ces actions pour lutter contre ces violences faites aux femmes. Alors, ce n'est pas juste les couleurs oranges qui vont lutter contre ces violences, nous le savons bien, mais c'est toutes les actions que nous menons, les collectivités, mais bien sûr les associations, avec les appartements pour héberger les femmes victimes de violences. Nous avons aussi inauguré un banc rouge, avec les numéros de téléphone à joindre en cas de problème. Nous avons aussi mis Angela. Beaucoup de boutiques sont partenaires Angela. Ça veut dire que si une femme se sent agressée, alors pas toujours par son conjoint en l'occurrence, mais harcelée dans la rue, vous rentrez dans une boutique, dans le hall de la mairie, à l'Atome, à Mairie Prime, et vous dites Angela, vous ouvrez la main et quelque part, la personne qui est là-dedans, qui a été formée, sait qu'il faut prévenir les forces de l'ordre pour venir vous aider. C'est très important, c'est là aussi une mission collective. Lutter ensemble contre les violences faites aux femmes, beaucoup trop nombreux, ces féminicides qui m'interpellent tellement, moi et beaucoup d'autres bien sûr, qu'il nous faut nous mobiliser. Et là aussi, j'en profite puisque je remercie, je ne sais plus, Cécile qui m'a posé cette question tout à l'heure. Euh, euh, c'est aussi à chacun d'entre nous d'être vigilant là-dessus et de prévenir les autorités. Nous ne devons pas nous taire. J'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion de l'inauguration du banc samedi dernier avec nos amis du Sort Optimiste. Il ne faut pas se taire. Si nous avons dans notre entourage
dans notre milieu de travail des signes qui nous laissent penser que des collègues de travail, des voisins, des voisines et encore plus de la famille sont victimes de violences, il faut le dire. Voilà, il faut protéger ces femmes notamment des risques qu'elles prennent. C'est un engagement fort et je remercie bien sûr toutes les associations, les services du CCAS, bien sûr de la ville d'Alès qui est mobilisée, ces associations avec des logements qui permettent d'accueillir, mais aussi il faut des moyens pour les bracelets anti-rapprochement, pour que les conjoints violents soient écartés. C'est quand même hallucinant, ça s'est toujours passé, hein. C'est évident, c'est pas nouveau comme on le voit peut-être plus aujourd'hui, mais je crois que ça nous émeut encore plus cela. Donc voilà pourquoi la façade de la mairie est en orange pour le mois de novembre et en décembre, elle va s'illuminer pour les fêtes de Noël parce que la lumière, c'est aussi quelque chose d'important. Il est 20 heures. Il est temps pour moi de terminer. Il y a des questions qui arrivent. Je vous remercie. Ben, on essaiera de les traiter. Je pense que je vous donnerai rendez-vous. Bonjour, le jet d'eau dans le gardon va être mis en fonction de Sofiane. Ben, écoutez, oui, et il est en fonction parfois. Comme l'électricité est très chère, ça ne vous a pas échappé, ben on essaie de le mettre de moins en moins en fonction, ça fait des économies, et on essaie de le mettre en fonction quand c'est vraiment nécessaire. Vous savez, quand il y a du vent, on le coupe, mais c'est quelque chose d'important. Donc Cédric, qui m'a dit 3919, c'est le numéro contre les violences faites aux femmes, et vous le retrouvez sur le banc rouge. Merci Cédric pour cette information. Je pensais avoir donné ce numéro de téléphone. Alors je voudrais terminer quand même, vous dire que peut-être, mais vous le verrez sur les réseaux sociaux, je vous donnerai rendez-vous le 26 décembre, qui est le dernier mardi de décembre. Alors peut-être que vous aurez autre chose à faire ce jour-là que de venir m'écouter regarder. Alors je réfléchis peut-être à quelque chose de beaucoup plus festif, de beaucoup plus détendu ce jour-là. En tout cas, moi, c'est vrai que je serai en tout cas présent. Vous le verrez sur les réseaux sociaux. Entre-temps, j'ai envie de vous souhaiter vraiment du fond du cœur, mais vraiment du fond du cœur, de passer un beau mois de décembre, de venir participer à ces festivités avec la patinoire sur la place des martyrs de la Résistance, les illuminations, amenez vos enfants, vos petits-enfants, amenez vos enfants en ville, il y a beaucoup d'animations qui sont prévues, il y a des personnages qui vont être, les programmes seront donnés demain, et le 12 décembre, à 12h12, je vous donne une petite surprise qui sera diffusée sur les réseaux sociaux le 12 décembre à 12h12. Voilà, nous avons commis quelque chose pour essayer de nous donner l'envie de faire la fête un peu, de reprendre un peu de joie de vivre, de danser avec l'ensemble des partenaires de la danse, de chanter et voilà, et d'oublier un peu tout ce qui se passe ailleurs pour nous concentrer un petit peu sur la qualité de vie de notre belle ville d'Alès. Merci à toutes et tous pour cette soirée que nous avons passée ensemble. Vous redire que ce n'est pas les seuls moments de rencontre, hein, ça ne remplace pas tout le reste, c'est Facebook Live, mais ça me paraît important. La preuve, au vu des questions que vous m'envoyez de plus en plus nombreuses, je pense que c'est un rendez-vous qui est en train de s'installer dans notre quotidien. Donc merci à toutes et tous, bonne soirée. Bonne festivité de Noël et puis au 26 décembre ou à l'année prochaine en l'occurrence, mais je pense au 26 décembre. Bye bye, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci.